I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Tableau de bord. Adil Abdelali. Madame, monsieur, bonjour, vous êtes sur la bonne fréquence, le 99.7. Si vous nous écoutez à Agadir, un nouveau numéro de Tableau de bord, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique. Alors cette semaine, je vous propose d'aborder un sujet qui préoccupe les dirigeants d'entreprises marocains, surtout les patrons des TPME. Nous allons parler des délais de paiement. L'une des principales causes des défaillances des entreprises, le cabinet d'études Inforisque vient de dévoiler les résultats d'une récente étude relative à ce sujet. Le document présente entre autres un ensemble d'indicateurs intéressants compilés sur la base des 5 dernières années. Nous allons en parler en détail avec le responsable d'études chez Inforisque, Amin Diouri, et notre invité. Amin Diouri, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons décortiquer avec vous tous les résultats de cette étude. Nous allons tenter surtout de comprendre la corrélation que vous établissez entre les délais de paiement et les défaillances d'entreprise. Mais avant cela, je vous propose de commenter tout d'abord l'actualité économique de cette semaine. On écoute à présent la synthèse préparée par Rizlan Ramzi. On commence ce tour d'horizon de l'actualité économique avec ce gros plan sur les échanges extérieurs du Maroc à un mois de la fin de l'année 2016. À fin novembre, le déficit commercial du Royaume s'est creusé de plus de 25 milliards de dirhams. Selon l'Office d'échange, la balance commerciale affiche un solde négatif à 166 milliards de dirhams, une dégradation de 18 points par rapport à la même période de l'année dernière. Et pour cause, la facture des importations affiche une hausse de 28 milliards de dirhams, alors que la progression des exportations s'est limitée à 2,8 milliards et demi de dirhams. Le Maroc a lancé deuxième plus grand marché de l'assurance au niveau continental après l'Afrique du Sud. C'est ce qui ressort du rapport Africa Pulse 2016. Stabilité politique, taille et diversité de l'économie nationale ou encore solide régulation, tels sont les points positifs retenus pour le classement du Royaume. La Banque africaine de développement publie ses perspectives économiques pour le Maroc. Dans son dernier rapport annuel consacré à la région Afrique du Nord, la BAD prévoit une croissance limitée à 1,8% en 2016, avant une reprise à 3,5% en 2017. Cette reprise serait due, selon l'institution financière panafricaine, à la reprise de l'activité agricole et au contexte géopolitique favorable au Royaume. Le Maroc prépare le terrain pour la flexibilité du dirham prévue en juin 2017. L'Office de change prévoit de mettre en place plusieurs mesures d'assouplissement et de libéralisation en 2017. Première mesure à retenir, les entreprises qui souhaitent investir à l'étranger pourraient, après l'adoption de ces mesures, emprunter en devises à hauteur de 100 millions de dirhams pour les investissements en Afrique et 50 millions de dirhams pour les autres régions. Autre mesure également, l'étudiant ayant terminé ses études à l'étranger peut recevoir des transferts d'argent d'une manière formelle pendant une année de plus, chose qui était par le passé conditionnée à la durée des études. Casablanca aura bientôt une nouvelle corniche. Le roi Mohamed VI a lancé cette semaine les travaux d'aménagement de la promenade maritime de la mosquée Hassan II de Casablanca. Un investissement de 200 millions de dirhams sans prendre en compte la construction d'un parking souterrain de 1000 places. Le projet consiste à réaliser entre la mosquée Hassan II et la pointe d'Al Anq un parc urbain ouvert au public et une corniche tout au long de la digue. Cette séquence d'1,5 km comporte notamment une plateforme événementielle, des cafés, des aires de jeux, des espaces de sport, en plus des espaces de vente de produits artisanaux. À Rabat, le démarrage de l'extension du tram devrait débuter en janvier 2017. Il s'agit de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé qui sera prolongée sur 2 voies. Une extension côté Rabat dans les quartiers Akari et Yaqoub Mansour à partir du terminus Moulay Youssef et une autre extension côté Salé dans les quartiers Al-Qaria et Haï Moulay Ismaïl à partir du terminus Gare Routière. Coût du projet 1,4 milliard de dirhams financé à hauteur de 70% par l'État.
Enfin, ce coup de gueule des professionnels marocains du textile contre les importations en provenance de Turquie. Les industriels sont performants à l'export, mais sur le marché local, la tendance s'inverse. L'AMIT évoque des pratiques déloyales et anticoncurrentielles des exportateurs turcs. Pour contrer ce dumping, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement devrait bientôt déposer une plainte contre des importations turques auprès du ministère du Commerce extérieur. Voilà, une actualité économique assez dense, condensée en 3 minutes par Rizlan Ramzi. Amine Diouri, je rappelle que vous êtes responsable d'études chez Inforisque. Alors, peut-être pour commencer, un commentaire sur les indicateurs macroéconomiques du Maroc, notamment cette croissance qui est annoncée par la Banque africaine de développement, 1,8% en 2016 et 3,5% l'année prochaine. Comment vous voyez un petit peu cette prévision ? Alors 2016, effectivement, 1,8%, c'est vrai que c'est un taux qui est bas. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux, mais je vous dirais par rapport à un pays en développement comme le Maroc, même 3,5%, ça reste encore faible par rapport au potentiel. On devrait logiquement atteindre en pleine croissance 5,5%. Et d'ailleurs, d'après nos analyses, c'est le taux qu'il faudrait atteindre au minimum pour inverser la courbe de défaillance d'entreprise. Justement, nous allons parler de cette corrélation entre les défaillances d'entreprises et les délais de paiement. Mais il y a aussi une forte corrélation entre croissance économique et défaillance d'entreprise. C'est la question que je voulais vous poser. Quel indicateur impacte sur l'autre en fait ? Est-ce que c'est la croissance économique du pays qui influence quelque part l'activité des entreprises, ou alors c'est l'activité des entreprises qui fait que cette année, nous allons par exemple avoir une bonne ou mauvaise année économique ? Alors effectivement, c'est le fait que nous soyons dans une bonne période avec la croissance économique qui fait qu'effectivement il y a du potentiel d'activité pour ces entreprises et donc du chiffre d'affaires et donc une croissance, un développement de ces entreprises et donc une baisse des défaillances d'entreprises. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est un facteur important, mais c'est pas le principal facteur, le facteur croissance économique. Il y a évidemment les délais de paiement qui sont un facteur très important, mais évidemment, plus les entreprises ont des perspectives de développement, et bien évidemment, ça a un impact direct sur leur survie, leur taux de survie. Alors, autre indicateur macroéconomique que nous avons écouté dans la synthèse éco, c'est celui relatif aux indicateurs des échanges extérieurs. À fin novembre 2016, le déficit commercial du Royaume qui se creuse de 25 milliards de dirhams en glissement annuel. La tendance est toujours à la hausse. Oui. Pour moi, il y a deux questions qui se posent par rapport aux exportations. Il y a déjà pour moi le premier point, c'est la question de l'offre exportable. Est-ce qu'elle est adéquate par rapport aux pays vers lesquels on exporte ? La deuxième question que je me pose également, c'est la zone géographique vers laquelle on exporte. Notre zone géographique traditionnelle, ça va être l'Europe, ça va être la France, ça va être l'Espagne. Il y a d'autres pays qui sont susceptibles d'intéresser les exportateurs marocains. Je pense notamment à la Russie, je pense notamment le Brésil aujourd'hui, même s'il est un peu en crise, mais malgré tout, il faut se tourner vers d'autres pays que les pays traditionnels avec lesquels on travaille. Et puis il y a aussi le marché africain qui récemment commence un petit peu à attirer les investisseurs marocains, les exportateurs. Oui, ça reste assez. Mais alors l'Afrique, certes, c'est l'avenir. Mais je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. C'est pas grâce à l'Afrique qu'on va résorber notre déficit commercial immédiatement. Très bien. Autre fait marquant de cette semaine, c'est les industriels du textile qui souffrent des importations turques. Alors, ils vont peut-être demander eux aussi des mesures anti-dumping auprès du ministère du Commerce extérieur. Et c'est une démarche qui a été déjà entreprise par les industriels de la sidérurgie, du papier et récemment les industriels de la céramique. Est-ce que ce genre de mesures, vous trouvez que c'est tout à fait légitime, normal, ou alors ça ne cacherait pas une défaillance des entreprises marocaines ? C'est vrai que j'ai pas la réponse à cette question, mais ce qui est certain, c'est que le problème, il peut se voir de deux côtés. D'un côté, on peut se dire qu'il y a peut-être un manque de compétitivité de notre tissu économique, de notre tissu industriel. Donc, ce qui fait que nous sommes plus chers par rapport à d'autres entreprises venant d'autres pays, notamment la Turquie. Maintenant, nous savons tous aujourd'hui que des mesures de dumping existent. On sait très bien que les États-Unis, par exemple, financent fortement leur entreprise à l'exportation. C'est une réalité économique. On sait que ça existe. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir un petit mix des deux, très certainement entre un financement de l'offre exportable pour la Turquie et un manque de compétitivité de notre tissu industriel.
Très bien. C'était le commentaire de l'actualité économique de la semaine. On passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission, le scan sectoriel. Le scan sectoriel. Amine Diouri, je rappelle que vous êtes responsable études chez Inforisque. Merci de répondre à nos questions pour ce nouveau numéro de Tableau de bord. Alors, vous avez publié récemment une étude sur les délais de paiement au Maroc, une étude assez détaillée qui prend en compte l'évolution de plusieurs indicateurs sur la base des 5 dernières années. Alors, le premier constat, c'est les délais de paiement n'ont pas cessé d'augmenter depuis 2010, entre 2010 et 2015, ouais. Et cela touche tous les types d'entreprises en fait, les TPE, les PME et même les grandes entreprises. Alors ça touche surtout les TPE. Ce sont elles qui réellement ont vu leur délai de paiement exploser durant ces 5 dernières années. Il faut savoir que pour les TPE, aujourd'hui, on atteint un délai moyen de 10 mois, ce qui est absolument gigantesque. Et je ne parle même pas des marchés publics. Là, on peut effectivement dépasser ce délai. Donc c'est surtout ça qui asphyxie aujourd'hui 92% de notre tissu économique. Parce que je le rappelle, les TPE, c'est quand même 92% de notre tissu. Et si j'ai parlé des grandes entreprises, c'est une deuxième question en fait. Est-ce que la défaillance de grandes entreprises marocaines engendrerait un effet domino justement sur les petites et les très petites entreprises ? Alors, les défaillances, si par exemple on pense au cas de la Samir, je pense que très sincèrement, les grandes la défaillance de grandes entreprises, à mon avis, n'est pas à attendre pour les prochains mois. Enfin, pour l'instant, pour moi, c'est un effet rare. Ça, c'est pas quelque chose qui va se multiplier. Maintenant, l'effet domino, il se fait dans un autre sens, c'est-à-dire que ce sont d'abord les grandes entreprises qui payent mal à destination des PME, qui elles-mêmes payent mal à destination des TPE. Et c'est finalement les TPE qui se retrouvent en bout de chaîne et qui subissent les délais de paiement. C'est surtout ça, le véritable effet domino se situe là, pas en termes de défaillance des grandes entreprises. D'accord, alors en 2015, vous l'avez dit, les délais de paiement ont atteint en moyenne presque 10 mois pour les petites structures. C'est un chiffre assez effarant. Vous vous rendez compte pour un jeune entrepreneur qui nous écoute par exemple et qui veut se lancer son propre business, comment voulez-vous qu'il se lance et qu'il soit encouragé à entreprendre alors que les délais de paiement pour les petites structures aujourd'hui est aux alentours des 10 mois? Ouais. Alors c'est une très bonne question parce que si je suis entrepreneur et que j'écoute cette question, la réponse, elle est dans le financement initial, c'est-à-dire dans le capital social qui doit être constitué à la création de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, 45% des entreprises créées se font avec un capital social de moins de 10 000 dirhams. Il est évident qu'avec un tel montant, vous ne pouvez pas tenir longtemps, surtout si vous partez sur des secteurs d'activité autres que le service. Si vous partez dans le commerce, vous avez besoin de constituer un stock, vous avez besoin de payer des loyers, vous avez besoin de payer des salariés. Vous avez des clients, ils vous payent à 10 mois en moyenne. Il est évident que 10 000 dirhams ne suffisent pas. Donc c'est un problème de financement à la base, à la financement base, initial. Alors là, il est évident que le déficit de financement des entreprises créées va engendrer au bout de 5-6 ans une défaillance quasi systématique de l'entreprise. Donc c'est ça le problème initial. Maintenant, pour une entreprise qui a réussi qui est établie, il est évident aussi que la question des délais de paiement a un fort impact sur sa trésorerie, sur son besoin de trésorerie et donc la défaillance qui peut intervenir. Je donnerai juste un chiffre pour illustrer ça, c'est que quand même 40% des défaillances sont engendrées par des défauts de paiement. 40%. Donc on voit le lien vraiment fort qui existe entre délai de paiement, défaut de paiement et défaillance d'entreprise. C'est quasiment une entreprise sur deux qui ferme boutique à cause des défauts de paiement. Oui, c'est ça. Alors depuis 2010, l'allongement des délais de paiement est la première cause de mortalité des entreprises. Alors quels sont les secteurs les plus impactés? Vous en parlez dans votre étude. Oui, tout à fait. Alors il est très drôle enfin drôle, c'est un fort mot. On constate une corrélation forte entre les secteurs touchés par les délais de paiement. Donc on parle du commerce, on parle du BTP et de l'immobilier. Et on voit que ce sont les 3 mêmes secteurs qu'on retrouve en première place dans les défaillances d'entreprises. Ces 3 secteurs représentent plus de 70% des défaillances d'entreprises. Et ce sont aussi ces secteurs-là qui ont les délais de paiement les plus longs. Et comment vous expliquez ce constat-là? Le lien de corrélation, il se situe d'une part au niveau des délais de paiement, mais après il y a aussi une autre question importante qui est celle du financement. Oui. J'ai un délai de paiement, voilà, je dois survivre malgré tout, je dois payer mes salariés, je dois payer mon loyer, etc. Forcément, j'ai 2 possibilités. Soit je vais voir mon banquier,
il accepte de me financer. On sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le cas. C'est difficile, oui, c'est vrai. C'est très difficile. Soit je m'autofinance moi-même. Mais mes ressources peuvent être limitées. Et si aucune des deux solutions ne marche, je vais être obligé de répercuter moi-même mon délai de paiement sur mon fournisseur. Donc je répercute ce problème de délai de paiement. Mais cette solution ne durera pas éternellement. À un moment donné, je me retrouve dos au mur et c'est là qu'intervient la défaillance d'entreprise. C'est-à-dire que je n'ai plus de moyens de financement. Je n'ai pas d'autofinancement, je n'ai pas de financement bancaire et je ne peux plus le faire financer par mon fournisseur. Donc je n'ai plus le moyen de respirer en tant qu'entrepreneur. Et vous avez publié, je pense, récemment une autre étude relative à la durée moyenne de vie des TPE. Oui. C'est bien ça? Oui, exactement. Et on s'est rendu compte qu'au bout de même pas 5 ans, une grande partie des jeunes structures mettent la clé sous la porte. C'est vrai, dans cette étude, le taux d'activité après 5 ans était de 60%. Ouais. Il faut savoir quand même, alors malgré tout pour relativiser les choses, il faut savoir quand même qu'en France, on est dans un taux d'activité après 5 ans de 50%. Aux États-Unis, on est à peu près dans le même taux d'activité. Donc, ce n'est pas non plus exceptionnel de se retrouver avec ce pourcentage après 5 ans. C'est pas très encourageant pour les jeunes entrepreneurs, j'y reviens toujours. Mais non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais après, il est important de les sensibiliser. D'insister sur le financement, sur la préparation initiale du projet. Quand on est créateur d'entreprise, il faut avoir un business plan qui soit parfaitement ficelé, une idée précise de son marché, avoir un financement qui soit adéquat aux besoins de l'entreprise, aux besoins de financement de l'entreprise. Il faut savoir dans quelle direction on va. Il ne suffit pas simplement de se dire, voilà, je connais le secteur parce que j'y ai travaillé en tant que salarié, donc je vais simplement mettre de l'argent et je vais me lancer. Ce n'est pas ça. Et selon vous, c'est un travail qui doit être fait par qui? Les ministères de tutelle? Aujourd'hui, il y a des associations, il y a des incubateurs, il y a des associations de créateurs d'entreprises qui accompagnent justement ces créateurs pour les pousser à réfléchir sur leur modèle, sur leur business model. Et est-ce qu'il y a des entreprises du secteur privé qui sont engagées également dans ce créneau-là? On est surtout dans le modèle associatif aujourd'hui. On n'est pas je connais très peu d'entreprises privées qui. Alors après, il peut y avoir je pense que Maroc Télécom, pardon. Oui. Maroc Télécom a son propre réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, mais ce modèle-là est très rare. Enfin, je pense qu'on est surtout dans un modèle associatif aujourd'hui pour accompagner les créateurs. Alors un autre indicateur qui m'a interpellé dans votre étude, c'est celui relatif au crédit interentreprise. Oui. Et on parle en 2015 de 373 milliards de dirhams. Oui. Et c'est un montant qui est en progression constante depuis 2010. Alors, pour donner un ordre d'idée, ça représente quand même 39% du PIB marocain. Oui. 39%, il faut savoir que par exemple, la France, c'est 33%, le crédit interentreprise. Il y a à peine 5 ans, le crédit interentreprise et le crédit bancaire, le niveau de l'encours du crédit bancaire était quasiment au même niveau. Et le problème, c'est que le crédit interentreprise a cru à un niveau presque 2 fois et demi supérieur à celui du crédit bancaire durant cette période. C'est-à-dire qu'on a eu plus recours, 2,5 fois plus recours au crédit interentreprise qu'au crédit bancaire. Et donc on voit bien tout le problème qui s'est posé durant cette période. C'est-à-dire que on a vu que pendant cette période, le crédit bancaire, notamment aux entreprises, a légèrement augmenté, voire pour ne pas dire diminué sur certaines périodes. Donc il y a eu un problème de financement. Et comment on a pu résoudre ce problème de financement? Comment les entrepreneurs ont pu résoudre ce problème de financement? En se retournant vers son fournisseur via le crédit interentreprise. Alors il y a eu une baisse effectivement en 2015, une baisse assez accrue à fin 2015. Oui. Et là on constate une reprise des crédits destinés surtout aux entreprises du secteur privé, oui. Selon les derniers indicateurs de Banque Maghreb, mais en tout cas, entre-temps, les entrepreneurs se sont tournés, comme vous l'avez dit, vers les clients, les fournisseurs, en fonction de chacun, pour combler ce manque de financement. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, j'ai une question également à vous poser sur la loi sur les délais de paiement. Oui. Cette loi, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement, selon vous? Alors, déjà, elle est nécessaire. On ne pouvait pas rester dans ce rythme anarchique où on paye à 10 mois, l'État aussi n'est pas... Dans la première mouture de la loi votée en 2012, l'État, enfin les entreprises publiques n'étaient même pas concernées par cette loi. C'est-à-dire qu'elles pouvaient continuer à payer à 12 mois, voire plus, et il leur arrivait absolument rien. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle mouture, les établissements publics ayant une vocation commerciale
sont concernées, donc elles doivent respecter un délai de 60-90 jours maximum. Et ça peut changer beaucoup de choses si la loi est bien appliquée, s'il y a une bonne interprétation de la loi, si elle est bien appliquée. Ce qui n'était pas le cas quand même dans la première mouture. Et malgré tout ça, on a quand même perdu presque 5 ans. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Si la loi avait été bien appliquée, on peut voir de belles perspectives. Il suffit de regarder la France, puisque après tout, de grands pans de cette loi a été copiés en partie sur ce qui a été fait en France. La loi de modernisation économique de 2008, votée en 2008 et qui comprenait un volet sur les délais de paiement, a eu un impact quasi immédiat sur les délais de paiement, c'est-à-dire que dans les 5 ans, on a vu une réduction de près de 25% des délais de paiement. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur passe de la situation de mauvais payeur à la situation d'un entrepreneur qui respecte ses engagements vis-à-vis de ses clients et ses fournisseurs? S'il ne paye pas à temps, il va subir une pénalité de retard. Maintenant, on sait, c'est ce qui se dit aujourd'hui le plus, c'est que les grandes entreprises ont la possibilité de payer, mais voilà, elles gardent pour elles une grande partie de la trésorerie au lieu de payer en temps et en heure ces délais fournisseurs. Et ça se répercute, je l'ai dit que il y avait un effet domino, un effet de chaîne sur le reste des entreprises. Et ça a une répercussion qui est mauvaise. D'ailleurs, pour régler ce problème, la CGM a pensé à créer une sorte de label du bon payeur à destination des grandes entreprises. Justement pour les pousser, pour les inciter à régler plus rapidement les PME, les TPE, avec qui elles travaillent, et justement fluidifier la relation de confiance entre ces entreprises. Très bien. Alors nous avons clôturé l'année 2015 sur une hausse de 10% en termes de défaillance d'entreprise. Et je pense que pour cette année 2016, vous avez des prévisions similaires. Alors déjà à fin novembre, on avait déjà légèrement dépassé les chiffres de 2015. On sera très certainement sur un rythme de plus 8% par rapport à 2015. Et en volume, ça donnerait à peu près combien Alors on serait autour de 6200, 6300 défaillances d'entreprises pour 2016. Et par rapport à ce qui se passe aux alentours, à côté du Maroc, est-ce que c'est un taux élevé ou alors c'est une tendance mondiale? Alors c'est plutôt la tendance qui est à marquer, c'est-à-dire qu'avant cette année, quand on regardait les défaillances d'entreprises dans le monde, on voyait que partout dans le monde ça baissait quasiment, sauf au Maroc et quelques pays en particulier, et notamment le Maroc. Ça baissait partout sauf chez nous. Cette année, effectivement, 2016 a été une année plutôt catastrophique dans beaucoup de pays du monde. Et effectivement, beaucoup d'autres pays sont davantage touchés par les différentes entreprises. Donc ce n'est plus une exclusivité entre guillemets du Maroc. Très bien. Alors on se projette vers l'année 2017. Nous sommes à 2 semaines maintenant de la fin de l'année en cours. Alors en parcourant votre étude, vous faites une sorte de constat. Voilà ce qui s'est passé de 2010 à 2015. Même si ce n'est pas votre rôle, mais on aurait bien aimé avoir quelques pistes de réflexion sur ce qui pourrait être fait concrètement pour éviter que la tendance continue à la hausse en termes de délai de paiement et de défaillance d'entreprise. Selon vous, je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat pour inverser la tendance? Alors, ce qui devait être fait a été fait pour le moment, c'est-à-dire dès 2016. Je parle surtout de la loi, la deuxième mouture sur les délais de paiement. Pour moi, c'était primordial de rectifier la première mouture, puisque c'était ça qui devait permettre de régler en grande partie le problème. Ça a été fait. Attendons, à mon avis, on ne devrait pas les premiers résultats avant au moins le deuxième semestre de l'année prochaine. Au minimum, je pense bien au minimum avant le deuxième semestre de l'année prochaine. Ça, c'est déjà une première bonne chose de faite. Après, se pose la question du financement bancaire également. Il va falloir qu'ils reprennent plus fortement. On sait qu'aujourd'hui, les banques ont énormément de liquidités qu'elles peuvent distribuer davantage pour permettre une reprise de l'économie. Après, troisième point, se pose la question de l'activité et de la rentabilité des entreprises. Ça aussi, ce sont des points importants. On sait qu'aujourd'hui, la France va connaître, on l'espère en 2017, une légère reprise de sa croissance économique. L'Europe devrait connaître une légère reprise également. Donc, ça devrait permettre d'accroître nos exportations, de permettre à nos entreprises d'avoir une meilleure visibilité par rapport à leur carnet de commandes. Donc, voilà, il
ces éléments doivent tous être combinés ensemble pour permettre justement de faire baisser ces différences d'entreprise. Mais au-delà du cadre législatif, vous avez parlé de la loi qui est importante en effet, sur l'aspect politique, en termes de politique économique. Oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit avoir une sorte de stratégie bien établie pour justement éviter que les défaillances d'entreprise continuent? Et si oui, quel est l'aspect qui doit être primordial pour le prochain gouvernement? Alors, par rapport à ce qui a été fait, moi je parlerai plutôt de ce qui a été fait et qui est plutôt positif. Je pense notamment à la politique industrielle, notamment la loi, enfin tout ce qui est lié aux écosystèmes entre entreprises. Évidemment, c'est un élément favorable puisque ça permet de faire travailler ensemble grandes entreprises et PME et de créer une relation de confiance. Je pense que c'est essentiel pour pouvoir créer un tissu économique fort. Et ça permettra aussi de réduire les délais de paiement. Je donnerai un exemple qui a été fait en France justement, qui travaille sur cet effet écosystème et qui permet justement à des grandes entreprises de mettre à disposition des PME un certain nombre de ressources pour leur permettre justement de grandir plus facilement. Il se crée une relation de confiance. Les délais de paiement mécaniquement s'améliorent entre la grande entreprise et la PME. C'est ça finalement qu'il faut créer à notre niveau et c'est là-dessus que l'État, la politique économique doit viser. Très bien. Eh bien. Écoutez, on suivra avec attention la suite de ces tendances à la hausse en termes de défaillance d'entreprise. En tout cas, Amine Diouri, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tableau de bord. D'ici là, passez un excellent week-end à l'écoute d'Atlantic Radio.